Après avoir fait passer une centaine d'entretiens sur l'année 2020 pour des grosses marketeurs, j'ai développé en interne un process afin de pouvoir simplifier mon recrutement et être sûr de choisir la bonne personne. Pour ce process, j'ai utilisé un outil que j'adore, Notion, et j'ai décidé de vous partager aujourd'hui le détail du process, les questions que je pose et de réutiliser ce template directement dans votre Notion. L'idée de cette page dans Notion, que j'ai appelée Applicant Tracker pour le tracking donc des personnes qui postulent, c'est d'avoir déjà plusieurs étapes. Dans un premier temps, on peut voir que c'est un tableau que j'ai créé et ce qui est pas mal ici, c'est de pouvoir voir différentes views. Donc j'ai la view sous forme de tableau, donc où je peux voir le nombre de personnes et aussi l'étape à laquelle ils sont dans le recrutement. Je peux voir aussi la façon galerie, donc là ça me donne plutôt une vue globale. Moi ce que j'aime bien c'est de le faire par étapes, donc ce que j'ai appelé stage, et comme tu peux le voir, il y a environ 5 étapes dans le recrutement. Certaines de ces étapes ne sont pas obligatoires et on va les détailler les unes après les autres. Une fois que tu arrives sur ce template, la première chose à faire si tu veux l'utiliser, c'est de cliquer ici sur ce bouton Duplicate. Ça va te permettre directement de le copier dans ton espace Notion. Une fois que tu es dans cet espace Notion, la seconde étape, ça va être d'utiliser ce que j'ai appelé Empty Template, donc le template vide, que tu vas pouvoir dupliquer à chaque fois que tu auras un nouveau candidat. Donc là, par exemple, je vais dupliquer pour un nouveau candidat et à l'intérieur de ça, ce que je vais pouvoir mettre ici, c'est mettre le nom de mon candidat. Donc en général, donc là je pourrais mettre, si c'est moi le candidat, je vais mettre Guillaume Houbèche. Et ensuite, je vais regarder le type d'employment. Donc, est-ce que la personne à qui je vais faire passer un entretien a déjà un job? Est-ce qu'elle cherche un job ou est-ce qu'elle est freelance? Donc ici, on va mettre employed. Ensuite, je vais devoir sélectionner l'endroit où cette personne habite. Donc, est-ce qu'elle est à Paris, en remote, etc. Je peux sélectionner aussi le type de skills qu'elle a, donc quelles sont ses compétences. En l'occurrence ici, ça va être plutôt pour la partie growth, donc je peux mettre growth, social media. Ça en fait, ça dépendra de la personne que tu as en face et de son CV. Donc c'est bien quand tu lis le CV et que tu as envie de faire le screening, de détailler un petit peu les skills. Comme ça, ce que j'aime bien avec cette partie-là, c'est qu'avant chaque entretien, quand tu as reçu par exemple 20 personnes qui ont postulé pour un job spécifique, en fait, dès que tu vas ouvrir la carte de chaque personne, en un coup d'œil, tu pourras savoir et te rappeler des skills que cette personne a. La source, c'est aussi ultra important. Est-ce que ça vient d'un referral, donc quelqu'un de l'équipe qui t'a fait une recommandation? Est-ce que ça vient de toi qui as contacté les gens? Est-ce que ça vient d'un site comme Welcome to the Jungle? L'idée quand tu fais ça, c'est qu'en fonction de la source, tu vas pouvoir voir ce qui fonctionne le mieux. Par exemple, si tous tes candidats que tu recrutes viennent de Welcome to the Jungle, peut-être qu'il faudra que tu investisses plus sur Welcome to the Jungle afin d'avoir encore plus de candidats de meilleure qualité. Ici, tu as envie de déterminer l'étape à laquelle est le candidat. L'avantage de cette vision qui est par étape dans Notion, c'est que tu n'as pas besoin de toucher à ça. Dès que tu vas bouger la carte, et je te le montrerai juste après, le stage ici va changer automatiquement, ce qui est plutôt cool. Ensuite, ce qui est cool, c'est aussi de mettre l'URL LinkedIn de la personne. Comme ça, avant chaque entretien, tu peux rejeter un coup d'œil rapidement sur son profil LinkedIn afin de te remémorer rapidement quelle est la personne, quels étaient ses atouts. Ensuite, la partie Attachments, donc c'est là où en général, moi je mets le CV de la personne. Donc si tu as son CV, tu rajoutes un PDF, c'est très rapide et comme ça, tu l'as une fois de plus de façon très accessible directement sur Notion. Ensuite, tu as la partie questions. Là, je t'ai mis toutes les questions que j'aime et on va les détailler. Donc tu as la partie, ça doit durer 30 minutes ce call et tu vas voir qu'il y a assez de questions pour que ça dure 30 minutes. Ce qui est ultra important quand tu poses des questions aux gens, c'est de toujours prendre des notes. Prendre des notes, c'est ultra important parce que lorsque tu vas rencontrer une dizaine de personnes qui auront toutes des qualités excellentes, ça va être très difficile de les différencier. C'est pour ça que c'est important de prendre des notes à chaud et c'est pour ça que c'est important à la fin de mettre une note sur 10 en fonction de ton ressenti et des points abordés. Du coup, si on commence dès le départ, les premières questions, elles sont là pour plutôt mettre à l'aise la personne, apprendre à la connaître. Donc, ça va être expliquer quel est son job actuel, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle n'aime pas. C'est super important de savoir ce que les gens n'aiment pas et surtout d'écouter la façon dont ils parlent des choses qu'ils n'aiment pas. Ça sera important parce que quelqu'un qui va être par exemple, on va dire trop négatif, trop critique envers son management mais qui n'a pas essayé de donner des feedbacks, ça va vous donner des signaux qui sont un petit peu alarmants et sur lesquels vous devriez faire attention. Ça vous permet aussi, en regardant comment la personne parle des choses qu'elle aime, de savoir si c'est un bon fit en fonction de vos valeurs. Après, la seconde question, l'idée c'est de déterminer l'intérêt de la personne. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ou à postuler pour ce job? Là, une fois de plus, c'est aussi un bon moyen
de savoir si la personne a compris l'offre de job en question, si elle a préparé ou non son interview et donc ça va vous donner une fois de plus un ordre d'idée de la motivation de la personne. La dernière partie, je l'aime bien aussi, c'est de demander à la personne de décrire une des choses les plus impressionnantes qu'elle ait accomplies au cours de sa carrière. Si vous recrutez des profils juniors, ça peut être pendant leur stage ou parfois des tâches qui sont totalement ou qui n'ont totalement rien à voir avec des tâches liées au travail. Donc ça peut être une réussite par exemple sportive, ça peut être une réussite en théâtre, ça peut être peu importe. L'essentiel, c'est de faire parler la personne sur quelque chose qu'elle ou il a réussi. La Tour Eiffel. Superbe. 8 mois d'effort. Ça se voit. Ensuite, il y a un aspect de test sur la personnalité et qui est assez important pour moi parce que ça permet ici de voir s'il y a un fit ou non avec les valeurs de l'Emlist. Donc la première chose que j'adore, c'est raconte-moi quelque chose que tu as appris récemment. Une fois de plus, ça peut être un apprentissage sur le lieu de travail ou un apprentissage dans la vie de tous les jours. Ça pourrait être j'ai appris, je me suis mis à la cuisine italienne et maintenant je sais faire des lasagnes, tiramisu, etc. etc. Donc ça peut être un point donc, dans la vie perso, ça peut être un truc au travail, genre j'ai appris à développer en HTML, CSS. L'idée de cette question, en fait, c'est de tester la curiosité de la personne et aussi comprendre son niveau d'implication lorsqu'il apprend quelque chose de nouveau. Chez Lemlist et en startup, chez Lemlist et en startup de façon générale, on recherche des personnes qui sont autonomes et qui ont toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. Par conséquent, quelqu'un qui te dit qu'il n'a rien appris récemment, moi je trouve que c'est assez inquiétant. C'est pas forcément un refus immédiat, mais pour moi c'est une petite alarme et je me le mets dans les notes en général. Ensuite, j'aime bien demander quels sont ses objectifs de carrière. Donc où est-ce qu'il se voit dans 2-3 ans ou qu'est-ce qu'il aimerait faire. Donc là, l'idée c'est vraiment de comprendre l'ambition et la motivation de chacun afin de voir si toi, en tant qu'employeur, tu vas pouvoir lui apporter un maximum pour qu'il atteigne ses objectifs. Le recrutement, ça reste un petit peu comme de la vente, donc il y a un petit peu, on peut dire, de la drague aussi, c'est-à-dire que le candidat doit se vendre, mais la boîte doit aussi se vendre. Par conséquent, pour moi, c'est ultra important dès le départ d'être transparent afin de savoir si les attentes du candidat et de l'employeur sont alignées et sont respectées en fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est bien à tout prix de vendre du rêve à des candidats. Moi, je ne trouve pas ça honnête et je déconseille les fondateurs de startups de le faire parce qu'en général, ça se termine toujours mal. Une autre question que j'aime bien, c'est de leur demander dans quel domaine ils ne se sentent pas ultra compétents et dans lequel ils ont envie d'apprendre. La raison pour laquelle en général je pose cette question, c'est pour savoir si la personne a conscience ou non des endroits sur lesquels elle pourrait s'améliorer. Une personne qui dit qu'il n'y a aucune compétence sur lesquelles il pourrait s'améliorer, c'est en général assez inquiétant et une fois de plus, c'est un truc que je mets dans les warnings. Et enfin, pour continuer de tester la partie curiosité qui est ultra importante chez Lemlist, je leur demande quel est l'article, le podcast ou le livre qu'ils ont lu récemment. L'idée, c'est simplement d'essayer de faire parler le candidat sur un sujet qu'il est censé maîtriser puisqu'il est censé l'avoir lu et c'est censé l'avoir marqué. Souvent, ça m'arrive en entretien d'avoir des candidats qui vont vouloir un petit peu briller et me parler ou me donner des noms de livres qu'ils n'ont pas vraiment lus et quand je leur demande de me les résumer, en fait, je suis assez étonné par le manque de qualité. Donc, si tu es en entretien et que tu dois passer un entretien, ne mens pas si tu n'as pas lu de livre. C'est pas grave. Tu peux toujours rebondir en disant qu'il y a un blog que tu suis et que tu adores. Pour moi, il y a autant de valeur à lire des articles de blog qu'à lire des livres. C'est pas une honte et il ne faut pas être gêné de ne pas l'avoir fait. C'est mieux ça que de mentir en fait. Ensuite, je regarde plutôt la partie core skills, donc les compétences essentielles et je demande de me décrire un projet sur lequel il a bossé récemment. Là, ça me permet de savoir le niveau de détail que la personne va me donner, quelle était son implication. Donc l'idée, c'est vraiment de creuser. Elle est censée pour moi maîtriser son sujet à fond. Et donc, toutes les questions que je vais pouvoir lui poser sont des questions qui vont me permettre de savoir l'implication que cette personne a eue sur le projet. Et un autre truc qui est super important, c'est de leur demander des résultats ultra précis. Par exemple, si quelqu'un te dit « j'ai travaillé sur la partie SEO d'un site ». Donc SEO, c'est ce qui te permet d'optimiser les résultats de recherche sur Google. Moi, ce que je vais leur demander, c'est très bien combien de trafic tu as généré. Donc combien de visiteurs sont venus voir l'article grâce à tout ce que tu avais fait. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont te parler des projets mais qui ne vont jamais lier ça à des métriques. Ça, une fois de plus, c'est un warning. Pour moi, chaque action que tu fais quand tu es en marketing ou en growth doit être lié à des métriques, donc à des valeurs données. Ça peut être le chiffre d'affaires généré, le nombre de visiteurs qui est arrivé sur ton site, le taux d'activation, la réduction d'un taux de churn, l'augmentation d'un taux de conversion.
L'idée, c'est juste d'avoir des chiffres et surtout, ce qui est important, une fois qu'une personne te donne un chiffre, c'est quelques questions plus tard de réussir à rebondir sur ce chiffre et en essayant de reformuler pour voir si la personne se rappelle bien de ces chiffres. Et donc, tu peux lui demander une deuxième fois, par exemple, de te dire « Ok, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu avais réussi à augmenter les ventes. Est-ce que tu peux me rappeler de combien de pourcents ?» Et toi, en fait, tu as noté la première fois et tu attends de voir si le résultat est le même. Si le résultat n'est pas le même, généralement, ça peut être deux raisons. Un, la personne est stressée et elle bafouille un peu. Ça, tu devrais le sentir, mais l'idée, c'est que tu l'aies mis suffisamment à l'aise pour que ça n'arrive pas. Ou deux, c'est que la personne t'a menti dans un premier temps et ne t'a pas dit le bon résultat. Elle t'a juste dit un chiffre comme ça, sortant du chapeau. Et donc là, une fois de plus, c'est un warning que je me mets. Et une fois que tu as terminé cette première interview, c'est ultra important pour toi que pendant l'interview, déjà, tu te notes des questions que tu as pour ne pas interrompre la personne quand elle parle. Donc, tu peux te noter des questions. Ensuite, il faut que tu écrives les différentes steps qu'il va y avoir après. Donc, par exemple, passer à l'entretien suivant ou refus. Et enfin, te mettre une note sur 10. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est aussi les pour et les contre afin que quand tu reviennes sur le candidat, tu puisses te rappeler par ton feeling tout ce que tu avais mis directement. Ça, c'est super important. Donc, une fois que cette première step, elle est terminée, ce que tu peux faire, en fait, c'est passer directement la personne à l'interview suivante. Donc là, comme tu peux le voir, ici, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'étape du process, c'est automatiquement mis en mode interview juste en bougeant la case, ce qui est vraiment pas mal. Là, sur cette partie-là, en fait, tu vas avoir plusieurs questions qu'il va falloir que tu poses. Donc là, l'idée de cette interview, c'est d'aller un petit peu plus dans le détail sur le travail que la personne a fait auparavant. Donc en fait, vraiment, l'idée, c'est de recouper les informations par rapport à ce que tu avais eu lors du premier entretien et aussi aller beaucoup plus dans le détail. En général, la personne qui fait le screening est une personne différente de la personne qui fait l'entretien. Donc, si par exemple, c'est toi en tant que fondateur ou CEO ou Head of Marketing qui a fait le screening, tu vas demander à quelqu'un de ton équipe de faire l'interview. Et l'interview, il va falloir pousser beaucoup plus dans le détail, donc en demandant par exemple quelles ont été les choses dont tu as été le plus fier dans ton expérience précédente, quels ont été aussi les points les plus bas. Ça aussi, c'est important de savoir comment les gens parlent des échecs parce que ça te permet aussi de voir la mentalité de la personne. Est-ce qu'elle va tout mettre sur le dos des personnes avec qui elle a travaillé ou est-ce que par exemple, elle va dire qu'elle a fait des erreurs mais qu'elle a appris de ses erreurs. Une fois de plus, ça te permet de capter le mindset, donc l'état d'esprit de la personne. Ensuite, les questions que j'aime bien, c'est parle-moi de tes managers. En fonction de comment la personne va parler de ses managers, tu vas aussi voir si, et tu vas pouvoir creuser surtout, est-ce que cette personne a réussi à donner du feedback à son manager, comment elle l'a fait, comment elle lui a apporté du feedback, quelles ont été les réactions de ses managers. Et ça, en fait, ça va permettre de déterminer si oui ou non, la personne pourra s'adapter dans l'équipe et surtout à ta façon de travailler. Une fois que tu as posé toutes ces questions, je te conseille ici, tu as une petite partie où tu peux prendre des notes, donc n'hésite pas à le faire. La partie sur les core skills, j'aime bien y revenir aussi dans l'interview. Donc comme tu l'avais vu avant, il y avait deux grosses questions qu'on avait posées et en fait, une que j'aime bien rajouter dans la partie interview, c'est une partie beaucoup plus pratique. Donc par exemple, si je devais recruter quelqu'un, donc là, cette question, elle va changer à chaque fois en fonction du poste pour lequel tu vas recruter. Mais par exemple, si je devais recruter quelqu'un en SEO ou en contenu ou en marketing, je lui poserais cette question. Si demain, je te disais que tu devais faire grossir le site de 0 jusqu'à 25 000 utilisateurs avant décembre, qu'est-ce que tu ferais? Et là, l'idée, en fait, c'est de voir comment la personne mettrait en place un plan d'action. Et en fait, toi, ça va te permettre d'essayer de comprendre déjà, est-ce qu'elle te pose des questions? Par exemple, elle pourrait te poser des questions, est-ce que j'ai le droit à un budget? Combien de budget? Qui va bosser sur le projet avec moi? Ou est-ce que la personne ne te pose pas de questions et va directement dans une réponse? Donc tu vois là, tu as deux personnalités différentes qui vont se discerner. Une fois de plus, ensuite, tu vas pouvoir creuser. En fonction de ce que la personne te dit, tu vas pouvoir la challenger, voir comment elle réagit au challenge. Est-ce qu'elle se sent intimidée? Est-ce que par exemple, elle trouve des réponses? Est-ce qu'elle essaye toi à ton tour de te challenger sur ce que tu lui as dit? Donc ça, c'est en général une partie très intéressante parce que ça te permet rapidement de voir si les gens sont solides ou non sur un domaine très précis sur lequel potentiellement tu veux recruter. Ça permet aussi de voir ceux qui sont bien préparés ou non. En général, cette question est toujours en lien avec l'offre de job que j'avais publiée avant. Une fois que l'interview est faite, tu peux avoir deux types d'interviews qui sont selon moi optionnels. Nous, ce qu'on fait chez Lemlist, c'est qu'on rajoute toujours une interview de fit et en général, la personne avant d'être recrutée doit rencontrer au moins 2 associés chez nous.
Donc en général, c'est minimum moi et Vianney qui s'en occupons. Au final, ça te permet de savoir s'il y a un bon fit culturel, si ça passe bien avec les valeurs de la boîte. Moi, par exemple, je m'occupe jamais du recrutement tech sur la partie du coup plus technique. C'est Vianney, mon CTO, qui s'en occupe. Par contre, je fais tout le temps un entretien du coup fit pour voir si la personne est assez curieuse, si elle a envie d'apprendre, quelles sont ses ambitions, etc. Et aussi apprendre à connaître les gens. Ça, c'est ultra important et Vianney le fait pour tous les profils business aussi. Généralement, ce type d'entretiens sont assez détendus et c'est ce qu'on peut voir ici dans la partie fit. La partie juste d'avant, c'est ce qu'on va appeler focus. Donc là, ça va être cette partie-là, en général, je la conseille si c'est typiquement des profils où tu veux qu'ils soient très bons sur la partie exécution. Donc l'idée, c'est de tester les gens. Moi, ce que j'aime bien faire quand on recrute des freelances, c'est les payer pendant un petit peu de temps, genre une journée pour travailler sur un sujet et voir les résultats qu'on a. Et en fonction de ça, décider si oui ou non, ils vont nous rejoindre à temps plein. Donc la focus interview, en général, c'est des cas d'usage, des mises en situation afin justement de rentrer beaucoup plus dans le détail sur un sujet. Elle ressemble un petit peu à l'interview, mais avec des questions beaucoup plus poussées. Idéalement, ce que tu peux faire aussi, c'est donner des cas d'usage en amont de la focus interview et que la focus interview, ça soit l'occasion pour la personne de te présenter son plan d'action. Sur cette partie-là, tu peux évidemment prendre de plus en plus de notes et faire avancer la personne sur le funnel du recrutement. Une fois que toutes les étapes sont passées, tu peux décider si la personne sera engagée ou pas. Et lorsqu'elles ne sont pas engagées, tu peux soit deleter la carte, soit les mettre dans une nouvelle colonne que tu appelleras par exemple à recontacter. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as des questions ou s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Et je te dis à très vite. Ciao!